Pourquoi? Parce que dans l'amitié, on apprend à connaître les gens tels qu'ils sont. Vous êtes une fille et que vous regardez un garçon, la première chose que vous devez regarder, c'est ce garçon. Donc maintenant, vous les filles, vous savez, mais un garçon, qu'est-ce qu'il doit regarder chez une fille? Donc il y a des choses similaires, mais une chose qu'il doit regarder, c'est est-ce que cette fille peut te... Mais on ne peut pas non plus prétendre que se dire je vais ouvrir ma porte un jour et la personne va dire c'est moi ton prince charmant. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série de discussions, d'échanges autour d'un sujet pour le moins intéressant, pour ne pas dire captivant et passionnant, celui des relations amoureuses entre jeunes. Qu'est-ce que n'avons-nous pas entendu au sujet de l'amour? Dit-on que c'est un état incontrôlable et passionnel qui nous transporte dans un petit nuage de bonheur. Quand on est amoureux, on tend à idéaliser l'être aimé. Il devient notre prince charmant et elle devient notre reine de Saba. Il y a aussi ce concept d'âme sœur, ces êtres qui nous seraient parfaitement compatibles et avec lesquels nous aurions de fortes affinités sentimentales. En un mot, il y a tant à dire sur l'amour. Cependant, quand on en revient à la réalité, c'est tout autre chose. Ce n'est pas toujours le beau temps et parfois ça peut devenir désagréable. Aujourd'hui, nous allons parler du concret. Nous allons parler de l'amour basé sur des vraies expériences. Nous allons mettre sur la table des questions auxquelles les jeunes se posent très souvent. Nous allons discuter des critères à mettre en phase avant de s'engager. Nous allons parler des perspectives d'avenir à tenir en compte avec son ou sa partenaire. Nous allons parler des relations à distance. Nous allons parler de sites de rencontres en ligne qui sont devenus très vogues ces derniers temps. Nous allons parler du passé sexuel de l'autre et même des relations mixtes, étant donné que nous sommes également dans un contexte à l'étranger où nous retrouvons beaucoup des étudiants qui proviennent de plusieurs pays. Bref, vous l'aurez compris, ça sera une discussion ouverte, basée sur l'expérience et sans tabou. Et pour cette occasion, notre invitée nous vient de La Réunion, mariée depuis 15 ans et mère de 2 adorables enfants. Bonjour Madame Sveltana. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Donc voilà, contente d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir parler un peu de ce qu'est l'amour, les relations, un sujet que les jeunes aiment beaucoup écouter et que je pense qui est très important. Nous également, nous sommes très honorés de vous avoir sur notre plateau. Merci. Et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, Madame Sveltana, aujourd'hui, on va parler de l'amour. Et vous savez comme moi que c'est un sujet qui intéresse beaucoup des jeunes. Pour commencer, quand on parle de l'amour et de la jeunesse, qu'est-ce que ça vous fait penser? Juste de manière générale. Quand on entend parler de l'amour, c'est quelque chose qui est beau, que tout le monde a envie de vivre et aussi essayer de le vivre au maximum et de la plus belle façon, non? Mais ce n'est pas toujours la réalité. Comme on voit, il y a des déceptions, comme tu l'as dit au début. Donc voilà, l'amour, c'est quelque chose que Dieu a créé, que Dieu a mis en place pour qu'on soit heureux, mais que l'ennemi a souvent détourné ou a déformé pour que nous ne puissions pas être pleinement heureux quand on aime. Alors, en un mot, l'amour, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose que tout le monde apprécie. Mais cependant, ça implique des responsabilités. Ça implique des engagements. Alors, notre première question est celle-ci. Avant de m'engager dans une relation, dois-je me faire à l'idée que cette relation a pour objectif le mariage? Quand je suis avec une sœur ou quand je suis avec un frère, devrais-je automatiquement me dire que, voilà, je vais commencer une relation et ça doit forcément aboutir à un mariage? C'est une très bonne question. C'est vrai que quand on commence une relation, il y a des sentiments qui commencent. Mais je dirais si on pouvait commencer par une première étape que souvent les jeunes ne prennent pas en compte, et c'est une étape très importante, c'est l'étape de l'amitié. Pourquoi? Parce que dans l'amitié, on apprend à connaître les gens tels qu'ils sont. Quand tu as des amis, tu sais comment ils s'énervent, quand ils s'énervent, ce qu'ils n'aiment pas. Mais quand il y a déjà des sentiments, il y a l'amour qui commence à s'installer, souvent on cache les choses, on montre le meilleur côté de soi-même. Donc l'amitié, ça apprend à connaître déjà la personne et à consolider quelque chose de plus facile par la suite, on va dire. Maintenant, je dirais que quand on commence une relation, c'est important de penser déjà à quelque chose à construire, à s'engager. Malheureusement, le mot engagement fait peur aujourd'hui et les gens ne veulent pas s'engager, ne veulent pas prendre de responsabilités.
Pourtant, quand on commence une relation, c'est en pensant à quelque chose qui pourrait durer, en pensant au mariage. Sinon, c'est quoi? On va voir comment ça peut évoluer. Demain, si ça me plaît pas, ben, on change. Non, c'est pas un jeu. Une relation n'est pas un jeu. À ce moment-là, quand tu commences à jouer avec les sentiments de la personne, là, c'est déjà plus de l'amour. Donc, bien sûr, c'est pas parce que tu es engagé avec une personne, tu commences une relation que tu dois te marier. Tu dois avoir la perspective, construire pourquoi pas se marier. Mais dans ce cheminement, si tu te rends compte que la personne, tout compte fait, n'est pas faite pour toi, ou alors tu découvres qu'il y a des choses qui ne vont pas aller, il vaut mieux arrêter la relation. C'est pas non plus de dire je me suis engagée, je pense au mariage au bout de ça, donc je dois continuer. Non, il faut, parce que tu seras malheureux par la suite. Exactement. Donc il vaut mieux avoir une relation qui va peut-être te blesser, mais pour un temps, plutôt que rentrer dans un mariage un jour et qui va laisser beaucoup plus de conséquences. Donc oui, pense toujours à construire quelque chose avec la personne, avoir une perspective de vouloir construire, de s'engager, de mettre du sien. Mais justement, la relation, c'est pour voir est-ce que cette personne va correspondre avec moi, est-ce que je peux vivre pour toujours avec cette personne. Exactement. Et vous avez également parlé de l'engagement. C'est un mot qui est plutôt lourd pour les jeunes parce que généralement, nous, on aime des relations sans lendemain. Aujourd'hui, c'est un peu ça à la mode. Voilà, on préfère avoir une copine, voilà, c'est assez léger. Tout le temps, on peut toujours se séparer. Mais il y a quelque chose de très pertinent que vous avez dit, c'est celle de savoir si l'autre est vraiment engagé. Cependant, quelles sont les alarmes à prendre en considération? Quand tu vois une telle attitude, tu te dis, ok, là, je pense que celui-là ou celle-ci n'est pas vraiment très engagé avec moi. Oui, justement, quand on est dans une relation, on voit que la personne ne s'engage pas, peut-être qu'elle n'est pas au même niveau que nous. Peut-être que toi, tu t'es engagé en pensant déjà quelque chose de durable et la personne n'est peut-être pas au même niveau. Elle, justement, se dire, bon, j'aime bien la personne, je veux passer du bon temps et puis après, on verra. Est-ce qu'il y a des attitudes ou des comportements qui peuvent nous aider à identifier que la personne n'est pas vraiment engagée avec moi? Bien sûr. Bon, déjà, au niveau des deux, quand vous parlez de certaines choses, par exemple, je ne sais pas, des choses de la vie, combien d'enfants tu aimerais avoir un jour, des thèmes qui sont importants, qu'il faut d'ailleurs parler dans les relations, pas après le mariage. Mais des choses, et si la personne évite ces sujets, ou « oh, j'y ai pas encore pensé », ou par exemple, je ne sais pas, la personne peut-être ne te présente pas aux autres encore, peut-être parce qu'elle n'est pas sûre. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore vraiment engagée. Et c'est une personne discrète? Oui, mais peut-être qu'elle peut être discrète, mais pas non plus te cacher. Tu dois être fier de la personne avec qui tu es à côté. Tu peux être discret dans ton comportement, dans tes attitudes, mais dans ce que tu vas dire ou essayer de cacher, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc peut-être la personne n'est peut-être pas encore prête à être engagée. Donc tu dois ouvrir les yeux parce que peut-être que toi tu veux avancer, mais la personne non, ne veut pas encore avancer. Vous n'êtes pas au même rythme. Donc c'est... Et là aussi, il faut avoir le courage d'arrêter. Il faut avoir le courage. Il vaut mieux... comme on dit, l'amour, ça rend aveugle, mais le mariage rend la vue, non? Donc quand on est amoureux, c'est bien, mais il faut savoir se mettre les lunettes. Et il ne faut pas seulement penser avec le cœur, il faut aussi penser avec la tête. Parce que c'est ta vie amoureuse qui est en jeu et ta félicité, ton bonheur un jour. Donc c'est le moment d'ouvrir ses yeux. Justement, donc il faut vraiment avoir cet esprit de discernement. Voilà, il ne faut pas faire comme on dit, l'amour rend aveugle. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, je pense? Non, l'amour, c'est bien, c'est des sentiments, c'est des moments uniques. Mais il faut savoir aussi mettre la raison aussi quand il y a une relation, quand il y a l'amour, parce que on ne vit pas que d'amour non plus. Tout à fait. Alors, on parlait également de l'engagement. Il y a aussi certains critères que l'on doit prendre en considération, n'est-ce pas? Alors, pour vous, quels sont les critères qu'un jeune doit prendre en considération avant de s'engager avec une personne? D'accord, donc une personne, ce qu'elle doit regarder dans l'autre. Hein, non? Souvent, on a notre petite liste, on aimerait qu'elle soit comme ça. Il y a des détails. Et bon, chacun sa liste. Mais il y a 3 choses, je dirais, qu'on ne peut pas éviter, qu'il faut vraiment tenir en compte. Et donc là, je parle vraiment à vous les jeunes, et c'est vraiment 3 choses que vous devez regarder. Donc quand vous êtes une fille et que vous regardez un garçon, la première chose que vous devez regarder, si ce garçon est travailleur, s'il aime le travail, si le travail ne lui fait pas peur. Peut-être que maintenant tu le connais, il étudie, il va peut-être avoir une bonne position aussi, hein, c'est tant mieux, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Demain, il y a une crise, demain, tout s'écroule, on te renvoie, il y a la guerre, je ne sais pas. Il peut se passer tellement de choses dans la vie est tellement remplie d'imprévus.
Est-ce que cette personne demain qui est à côté de toi, ce garçon, va dire, écoute, je vais sortir et je vais chercher du travail. Je vais faire n'importe quoi, même si on me demande de peindre, mais je vais chercher du travail pour pouvoir ramener quelque chose à la maison. Il n'a pas peur du travail. Il n'a pas peur. D'accord. Donc première chose, un garçon, il faut qu'il soit travailleur. Si tu vois déjà un garçon qui passe devant son temps devant les vidéo games et qui n'a pas envie de travailler ou il sent qu'il a besoin de gagner quelque chose d'argent mais n'est pas prêt à travailler, c'est déjà un signe. C'est là également pour... exactement, ouvrir les yeux, voilà, exactement. Donc, voir quand il y a des moments de crise, est-ce que ce garçon va m'aider? Est-ce que, oui, il va chercher quelque chose pour la famille? Est-ce qu'il ne va pas avoir peur du travail? Deuxième chose à tenir en compte, comment ce garçon traite sa mère? Quelle est sa relation avec sa mère? Est-ce qu'il a du respect pour sa mère quand il parle avec sa mère, quand il parle de sa mère avec toi? De quelle façon? Est-ce qu'il manque de respect ou est-ce que ma mère est malade, il faudrait que j'aille prendre soin? Est-ce qu'il se préoccupe? Parce que la relation qu'il a avec sa mère, ça sera la relation qu'il aura un jour avec toi. D'accord? Au début, quand il y a l'amour, il y a « oh, tout va bien ». Mais après, quand les années vont passer, est-ce que cette personne va prendre soin de toi? Si tu vois comment il traite sa mère, il va te traiter un jour. D'accord? Et la troisième chose, est-ce que ce garçon aime Dieu? D'accord, c'est vraiment une chose importante, aime Dieu. Quand tu passes du temps avec une personne, tu peux arriver à discerner ça. Bien sûr, seul Dieu peut lire les cœurs, mais tu vois si une personne a cette tendance à aimer les choses de Dieu, est-ce qu'il prie avec toi? Est-ce qu'il a envie d'inclure Dieu dans les relations, dans ses études, dans son futur? Ou est-ce que, bon, Dieu, c'est pour quand on va à l'église ou quand les gens on prie, mais est-ce que vraiment il cherche Dieu? Est-ce qu'il cherche à ressembler à Dieu? D'accord. Donc, vous avez parlé du travail, des relations avec les parents et de la crainte de Dieu. J'aimerais revenir sur la relation avec les parents. Parce que malheureusement, nous n'avons pas tous la chance d'avoir nos parents. Certains sont des orphelins ou certains ont seulement leur père ou leur mère ou l'abandon. Alors, dans ce cas de figure, lorsque par exemple l'homme ou la femme n'a pas cette figure masculine directe, c'est-à-dire papa ou maman, quelle est la figure des références sur laquelle nous devons nous baser? Bon, bien sûr, c'est souvent des fois le père qui manque. Dans le cas de la fille, je n'ai pas encore dit les 3 éléments qu'un garçon doit regarder chez la fille, mais c'est vrai que s'il manque dans le cas du garçon la figure féminine, c'est regarder la personne peut-être qu'il a éduquée. Ça peut être une tante, une grand-mère, mais est-ce qu'il a ce respect aussi envers cette personne? Donc, regarder une des personnes les plus proches, la figure féminine qu'il a le plus proche, et voir comment est-ce qu'il parle de cette personne, est-ce qu'il a un respect. Tout à fait, mais toutefois, les relations peuvent aussi être très compliquées entre parents et enfants. Oui. Et dans ce cas-là, comment pouvoir discerner un peu la relation entre voilà, la fille et ses parents ou encore l'homme et ses parents? Bon, c'est vrai que des fois, il y a de très bonnes personnes, mais qui malheureusement n'ont pas cette relation proche. Parce que des fois, peut-être que les parents ont été trop durs, peut-être qu'il s'est passé des choses dans la famille, il y a des choses des fois qui se passent. Et on peut voir des fois que l'enfant, le fils ou la fille ne respecte pas tant que ça. Mais je dirais, même s'il y a eu des choses, ou même si peut-être les parents ont été injustes envers leurs enfants, les enfants doivent toutefois respecter leurs parents. C'est un principe, c'est un commandement biblique. Honore ton père et ta mère, dans le Seigneur bien sûr. Mais même si ton père ou ta mère t'a fait du mal, ou il s'est passé quelque chose, tu dois quand même respecter. Donc, c'est important de respecter son père ou sa mère. Maintenant, j'aimerais pour rajouter au niveau de qu'est-ce qu'un garçon doit regarder chez la fille. Oui, parce que c'est important. Voilà, donc maintenant vous les filles, vous savez, mais un garçon, qu'est-ce qu'il doit regarder chez une fille? Donc il y a des choses similaires, mais une chose qu'il doit regarder, c'est est-ce que cette fille peut tenir une maison? Est-ce qu'elle sait faire au moins le minimum de cuisiner, de tenir une maison? Parce que peut-être que cette fille aussi a étudié, peut-être qu'elle dit non, j'en ai pas besoin, je vais avoir quelqu'un qui va faire le ménage pour moi, donc je n'ai pas besoin. Mais pareil, il y a aussi des imprévus dans la vie. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, tu te retrouves sans rien, est-ce que tu seras prête à pouvoir tenir une maison comme ton mari est capable d'aller chercher du travail, de ne pas avoir peur du travail? Est-ce que toi, tu es capable de maintenir ta maison? Donc aujourd'hui, les filles se préoccupent beaucoup pour la partie extérieure, physique, mais est-ce qu'elles savent le minimum dans la maison? Donc c'est la première chose. La deuxième, c'est un peu comme l'homme, mais sauf que toi, tu dois regarder comment est-ce qu'elle traite son père. Quelle est sa relation? Est-ce qu'elle respecte son père? Comment est-ce qu'elle parle de son père? Et d'ailleurs, quelque chose de très important, par exemple, si tu vois qu'elle ment à son père, des fois elle lui dit, ou elle n'est pas honnête, ça veut dire qu'un jour aussi elle va te mentir.
Elle est capable de le faire parce que c'est sa figure masculine la plus proche. Donc peut-être que pour l'instant, non, mais ça doit être un signe d'alarme pour toi aussi. Donc voir, est-ce qu'elle respecte son père? Pareil, s'il n'y a pas eu de figure masculine, ce qui peut arriver, donc à ce moment-là, voir comment la figure masculine la plus proche, comment est-ce qu'elle traite cette personne. Donc voilà. Et la troisième chose, c'est aussi si cette fille aime Dieu. Donc comme le garçon, est-ce qu'elle aime Dieu? Est-ce qu'elle cherche les choses spirituelles? Est-ce qu'elle cherche à aimer Dieu, à inclure Dieu dans tout ce qu'elle fait? Alors qu'en est-il par exemple? Alors c'est vrai, on peut trouver des personnes qui ont de bonnes valeurs, qui respectent leurs parents, qui sont travailleuses, n'est-ce pas? Et qui malheureusement ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, peut-être ton Dieu, le Dieu de ta foi. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Parce que là, nous sommes carrément dans une configuration différente. Oui. D'accord, donc, ok, quand vous ne partagez pas la même foi, c'est quand même, vous mettez encore plus de défis, on va dire, dans votre relation. Parce que si toi, tu crains Dieu, mais l'autre personne n'a pas Dieu, ne prend pas Dieu en considération, vous allez quand même vous heurter à souvent des difficultés. Et bien souvent, après le mariage, c'est pire, puisque quand vous avez des enfants, après, il y a une question de qu'est-ce qu'on fait, non? Exactement. Mais c'est quand même un terrain dangereux. Des fois, on pense qu'on se dit, bon, il n'est pas chrétien, mais à la longue, je pense, parce que c'est vraiment une bonne personne. Elle est honnête, même des fois, elle est mieux que certaines personnes que je connais dans l'église. Oui. N'est-ce pas? C'est souvent le raisonnement qu'on a, des fois en dehors, malheureusement. On trouve de meilleures personnes que des fois on devrait avoir dans l'église, comme on dit. Mais cependant, c'est le travail de l'Esprit Saint de convertir les gens et qu'un jour ils deviennent. Donc nous, quelle garantie on va avoir que cette personne va vraiment aimer Dieu? Après, on peut même se baser sur les expériences des autres, en disant que voilà, il y a eu des cas qui ont marché. Oui, c'est vrai, mais combien de cas par rapport à... Je connais beaucoup plus de cas qui n'ont pas marché que de cas qui ont marché. Donc finalement, il est préférable de... Moi, si je regarde autour de moi, si je regarde les expériences que j'ai, je vois que la plupart qui ont fait ce choix et qui pensaient que peut-être par la suite, on pourrait ramener cette personne à notre foi, aujourd'hui, ces personnes n'ont même plus la foi. Donc, quelque part, elles se sont éloignées de Dieu. Donc, ça va au-delà d'avoir un mariage réussi, c'est même ta vie... c'est ton salut, et c'est ton salut, c'est ta vie éternelle aussi. Donc, combien de gens aussi souffrent parce que l'autre personne ne s'est jamais convertie ou n'a jamais partagé sa foi? Ce sont des années et des années. Donc, pourquoi ne essayer de pas de mettre plus de chance de ton côté et essayer d'avoir déjà la même base ensemble que déjà commencer décaler? Ça va déjà t'emmener à beaucoup plus de défis, à beaucoup plus de problèmes dans le futur. D'accord. Alors, il y a aussi un des critères que vous avez mentionné, c'est celui du travail. Alors, quand on parle du travail, on parle des ambitions, on parle des rêves que nous avons. Alors, l'autre voudra peut-être travailler, je ne sais pas, en Europe, l'autre en Afrique, ce genre de rêve. Et c'est vrai que tout le monde a le droit de rêver. Mais est-ce que lorsque tu es dans une relation, est-ce que c'est obligé d'avoir les mêmes rêves, les mêmes objectifs? Et dans le cas où les objectifs sont différents, quels sont les problèmes ou les challenges auxquels on peut être confronté? Bon, bien sûr, nous sommes deux êtres différents. D'accord, Oui. On peut avoir des objectifs, des rêves en commun et des rêves complètement différents des fois. Donc maintenant, il faut voir si ces rêves qui sont tellement différents on peut arriver à une concession comme on dit. Il y en a, oui, pourquoi pas, mais il y en a d'autres où on ne peut pas. Comme par exemple, tu dis, si toi, ton rêve, c'est d'aller en Europe un jour et d'y vivre et de t'installer, mais cependant, l'autre personne dit, ah non, moi, je repars au pays, je veux vivre dans ma ville natale, là où sont mes parents, et c'est là que je veux faire ma vie. Donc effectivement, vous aurez un problème. Ou alors, il y en a un qui doit effacer ses rêves et aller vers le rêve de l'autre, ou essayer peut-être, je ne sais pas, de se mettre au milieu entre l'Europe et la ville natale, je ne sais pas. Mais il faut en parler, c'est ce qui est important. Voir est-ce que tu seras capable vraiment, mais de ne pas se voiler la face, de se dire, bon, mais je l'aime, peut-être que je peux, peut-être que tu peux, mais peut-être que tu ne peux pas aussi. Donc il faut vraiment être clair dès le départ, parce qu'on est qui aussi pour pouvoir effacer les rêves des autres, ou donc c'est important. Mais il y a des objectifs qu'on doit avoir en commun. C'est ça, on ne peut pas discuter là-dessus. Et maintenant, après, il y a des détails où, oui, effectivement, on peut faire des concessions. D'ailleurs, on fait des concessions dans le mariage parce que nous sommes deux êtres tellement différents, ou peut-être pas si différents, mais on n'est pas 100% pareil. Donc, on est obligé de faire des concessions. Alors, j'ai aimé quand vous avez parlé de la communication, de la discussion. Parce que de base, avoir des rêves différents,
c'est pas vraiment un problème parce que nous sommes des êtres qui sont différents. Mais à la base, nous devons avoir la communication, nous devons échanger, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il faudrait également souligner cette importance de la communication, de pouvoir avoir le courage également de mettre sur la table des questions qui fâchent, voyez-vous. Et quels sont les risques de faire les concessions? Vous voyez, il y a des gens, quand ils sont amoureux, parfois on est capable de discerner. Parce qu'on aime, on accepte de faire la chose. Parce qu'on aime, on accepte de faire des concessions. Quels sont les risques auxquels nous pouvons être confrontés si nous avons cette attitude-là? Les risques, des fois, c'est que la relation, des fois, ne continue pas parce que tu te rends compte que du coup, avec la personne, ça va peut-être pas marcher. Mais il faut quand même prendre le risque parce qu'il faut prendre le risque avant plutôt qu'après le mariage. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, la communication est importante. C'est bien de s'aimer et d'avancer, mais pas seulement de parler que ce qu'on aime ou ce qui nous plaît. Il faut toucher à tout parce que c'est le moment de se dire « Ah, donc du coup, ça va peut-être pas marcher, j'y avais pas pensé. » Oui. Alors que du coup, après, c'est peut-être trop tard. Et là, après, tu deviens malheureux, en fait, parce que tu avais peut-être un rêve que tu avais et tu te rends compte que tu pourras jamais le réaliser parce que ou vous n'avez pas parlé, ou vous n'êtes pas mis d'accord, ou vous pensez que peut-être. Donc, c'est important de parler de tout parce qu'après, tu peux te dire « Bon, j'avais rêvé de ça, mais au bout du compte, ce qu'elle rêve aussi, c'est bien. Peut-être que même un rêve partagé peut peut-être même devenir ton rêve. Oui. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, en parlant des challenges qu'on peut être confrontés, il y a une catégorie de couples, je dirais, qui sont peut-être plus confrontés à des difficultés par rapport aux autres. Vous l'auriez deviné? Oui, je crois que oui. Et c'est mon cas. Exactement. Exactement, Donc, des oui. couples mixtes, voilà. Voilà, exactement. Les couples où on n'a pas la même culture. Exactement. Donc, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est plus risqué. Il y a beaucoup plus de challenges, beaucoup plus de défis parce que même quand vous arrivez dans une culture différente, maintenant vous vivez ici dans une culture différente, il faut apprendre. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous ne faites pas ça du tout chez vous. Et ça arrive la même chose. Des fois, il y a beaucoup plus de différences de culture que d'autres. Mais cependant, il faut quand même voir pourquoi, non, chez nous, les hommes ne font pas ça, ou chez nous, les filles doivent faire ça. Ah, ok, maintenant, je peux peut-être comprendre un peu mieux sa culture. Maintenant, est-ce que tu vas pouvoir t'adapter à la culture, s'adapter l'un à l'autre? Mais quand je vois dans mon expérience personnelle, c'est aussi une richesse. Oui. Parce que ça permet aussi d'apprendre un peu la culture de l'autre, il apprend un peu de ma culture. Et au bout du compte, c'est comme si on fait une troisième culture, non? C'est notre famille, elle a une culture un peu à part entière, c'est-à-dire que pas totalement de là où je viens, pas totalement non plus de là où vient mon mari, mais on a encore une troisième culture, en plus on vit encore dans un endroit différent. Donc ça devient quelque chose de riche, je dirais, et pas du tout impossible. Mais pareil, ne pas se voiler la face, essayer de voir si on pourra s'adapter à cette culture. Parce que tu ne sais jamais si tu vas aller vivre dans la culture de cette personne ou dans l'autre. Et puis tu as la famille de cette personne aussi. Tout à fait, tu as la famille. Donc, encore à la base, c'est la discussion, c'est l'échange. Également, on peut dire que les relations mixtes, ça peut être source de problèmes, d'une part, mais aussi une richesse. Exactement. Tout dépend comment tu le prends. Et puis, c'est être ouvert d'esprit. Et puis, dans chaque culture, je pense qu'il y a des choses bonnes. Donc, il faut savoir prendre les choses bonnes aussi de l'autre culture. Alors, Madame Svetlana, nous avons parlé des relations mixtes ou des couples mixtes dans lesquels on va trouver que l'homme ou la femme reviennent de pays différents. Et aujourd'hui, cette situation est aussi favorisée par la mondialisation. On a beaucoup plus de facilité de se déplacer. Donc, il y a cet échange culturel. Par exemple, dans notre cas, ici au Maroc, on a beaucoup des étudiants internationaux. Donc, ce qui peut favoriser ces couples, ce qui peut favoriser également ces genres de liens. Mais il y a également un autre facteur qui est très important, qui est Internet. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être au Burkina Faso et se mettre en relation avec une personne qui est au Canada. Mais le risque, c'est quoi? C'est on va tomber amoureux de cette personne à distance et on va directement vouloir s'engager. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de lien, d'engagement à distance, sans avoir eu à rencontrer la personne au préalable? Bien, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus fréquent, non? De rencontrer des gens sur le site internet. Et même, il y a des sites adventistes, n'est-ce pas, où tu es adventiste et tu rencontres quelqu'un aussi qui est adventiste. Mais cependant, rencontrer quelqu'un qui est derrière l'écran, c'est jamais la même chose de rencontrer quelqu'un face à face, non? On peut cacher tellement de choses derrière un ordinateur, derrière un écran. Maintenant, il y a des cas où, effectivement, il y a des gens qui se sont rencontrés et pour qui ça a marché. Mais je connais de nombreux cas pour qui ils se sont engagés dans une relation, ils se sont connus et ils se sont mariés. Et ça s'est même pas bien terminé, on va dire.
Donc c'est vraiment un danger parce que tu te fais une idée de quelqu'un, tu idéalises une personne, exactement. Et en fait, quand après la relation, même je pourrais parler, même pas seulement derrière l'écran, hein, même quand on est dans une relation avec quelqu'un, on idéalise souvent la personne au départ. C'est pour ça que je parlais un peu de l'amitié au départ. Donc là, on idéalise cette personne et après, quand l'amour s'installe, la routine, à un moment donné, on se rend compte que tout qu'on fait notre prince charmant aussi, effectivement, il a aussi les chaussettes qui sentent mauvais. Donc, il n'était pas si idéal que ça, aussi parfait que ça. Tout en sachant que dans un monde imparfait, il n'y a rien de parfait, d'accord ? Donc, cette chose qui est derrière l'écran, peut-être peut commencer, effectivement, mais il faut après qu'il y ait une rencontre face à face, mais aussi un échange, pas seulement de dire « Ah, on se rencontre, on s'aime bien, et puis c'est bon, on peut s'engager, on se marie ». Non, il faut passer du temps, parce que maintenant, c'est autre chose, c'est une autre étape que d'être derrière un écran. Derrière un écran, tu peux faire paraître tellement de bonnes choses, de belles choses, et en fait, la réalité peut être tellement différente. Alors là, c'est vraiment très important. Ça veut dire que la présence physique compte beaucoup. Parce que vous allez voir, même quand vous vivez avec la personne, parfois il y a certains détails qui vous échappent. À plus forte raison quand vous êtes à distance, vous voyez. Vous avez également parlé de l'amitié. J'aimerais un peu revenir là-dessus, parce que vous avez vraiment priorisé cette phase-là de l'amitié, parce que ça vous permet de mieux connaître la personne avec, avec tout votre esprit, parce que vous ne serez pas amoureux. Parce que quand on est amoureux, c'est très difficile de discerner. Mais supposons que ça vous est tombé dessus. Voilà. Ça vous est tombé dessus, vous l'avez rencontré, comme on dit, c'est le coup de foudre. Voilà, et ça a commencé, ça a pris de la vitesse. En ce moment-là, comment prendre du recul pour vraiment pouvoir connaître la personne ? Juste un détail, des fois, ce qui commence vite termine vite aussi. Attention au coup de foudre. Mais c'est vrai que ça peut tomber dessus aussi, effectivement. Tu vois une personne et tu te dis waouh. Et c'est vrai, comment prendre du recul quand justement il y a déjà quelque chose qui est attirant. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de prier. Prier, demander à Dieu vraiment qu'il nous guide parce que lui, il connaît toutes choses. Des fois, nous, on n'a pas la clairvoyance, on n'est pas apte à voir bien, à voir toutes les cartes sur la table, alors que lui, il sait déjà toutes choses. Donc, quand il y a déjà des choses qui sont un peu engagées, moi, c'est ce que j'ai fait souvent, de demander à Dieu, écoute, choisis pour moi, parce que vraiment, je me sens pas capable. Je sais que toi, tu choisis mieux que moi. On dirait des fois un enfant qui demande à son parent, non, toi, donne-moi, tu sais ce qu'il y a de mieux. Et donc, demander vraiment l'indication de Dieu, et Dieu te montrera, bien sûr. Mais faire attention à ces coups de foudre. Donc, c'est vrai que voilà, il faudrait prier parce que c'est toujours très, très important. Là où s'arrêtent nos forces, commence celle de Dieu, n'est-ce pas ? Exactement. Et ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que, à vous les jeunes, vous pouvez peut-être vous tromper de carrière, d'études, de pays où vous voulez vivre, mais vous ne pouvez pas vous tromper la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Parce que vous vous trompez de carrière, bon, vous pouvez étudier autre chose ou peut-être que vous n'êtes pas épanoui, mais là, ça engage des familles, ça engage vos sentiments, ça engage même après peut-être des enfants et tout ça. Donc, c'est quelque chose que vraiment, vous avez vraiment besoin de prier, c'est pour trouver une personne. Même si vous vous trompez de maison ou je ne sais pas, ça, ce sont des détails, c'est matériel. Mais ça, c'est quelque chose de très, très important. Et que des fois, on n'accorde pas cette importance. Il faut vraiment prendre beaucoup de recul. Oui, prier et prendre son temps parce que Dieu a son temps aussi pour faire les choses. Prendre son temps. Et vous avez pris combien de temps ? J'ai pris mon temps. Vous avez pris votre temps ? J'ai pris mon temps dans le sens où j'ai voyagé avant, j'ai fait plein de choses. Et ça, c'était un peu mon rêve, non ? Moi, j'aime voyager, j'aime aller dans d'autres pays, j'aime découvrir d'autres cultures. Je voulais servir Dieu, peu importe où c'était, et je me suis préparée pour ça. Mais je me suis dit, bon, moi, si demain je rencontre quelqu'un qui n'a pas ce rêve, mais au moins je l'aurais fait avant. Oui. Donc, bon, je remercie Dieu parce que j'ai trouvé quelqu'un aussi, donc je peux continuer à réaliser ce rêve. Mais j'ai pris mon temps. C'est vrai que, pas parce que je voulais que ce soit si tard. À un moment donné aussi, on se dit, j'aimerais bien aussi, comme tout le monde, avoir quelqu'un. Je ne pense pas que j'ai le don d'être toute seule. Mais cependant, j'avais quelque chose de clair dans la tête, c'est que je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Ou avoir un boule à côté de moi et être malheureuse. Donc j'ai pris mon temps et je voyais que le temps passait et l'âge commençait aussi, mais Dieu avait son temps. Donc j'ai remis tout ça entre les mains de Dieu. Donc ne pas se désespérer comme des fois, se dire je prends le premier qui vient et au moins je suis mariée parce que j'ai un statut, surtout pour les filles, non ? Oui. Parce que les garçons peuvent encore avoir un peu plus de temps. Mais ne pas désespérer, vaut mieux être seul et pouvoir servir Dieu et faire des choses qu'être avec quelqu'un qui t'empêche de faire des choses que tu pourrais toi faire toute seule. Très bien.
Et vous, parce que vous nous avez dit que vous et votre mari, vous venez de pays différents. Mhm. Alors, comment s'est passée votre période d'amitié? Est-ce que vous étiez dans des pays différents? Est-ce que vous êtes retrouvés dans un même pays? Votre expérience? Alors nous, on vient de 2 pays différents et on s'est rencontrés dans un autre pays encore, un Oh, troisième pays, on va d'accord. dire. Et alors l'amitié, au départ, c'est quelqu'un qui ne m'attirait pas du tout. Même, bon, on était amis, même des fois, il avait des réactions, ah, il aime gagner, il y avait des Oui. choses que, oh, ça m'énervait et tout. Non. Mais bon, petit à petit, on a commencé à se connaître, à discuter de choses et d'autres. Même lui, il me disait, il y a peut-être une fille que j'aime bien et tout. Il me parlait à moi. Donc, Oui. mais comme moi, j'avais pas de Vous étiez sentiments sa engagés, conseillère. voilà. Il me dit, qu'est-ce que tu penses de cette fille et tout. Bon, je dis, oh, le pauvre, je pense qu'il a aucune chance. Non, mais donc, tu vois, ça me permettait d'être lui, d'être lui-même. Oui. Et moi, d'être moi-même. Donc, et après, petit à petit, c'est en passant du temps, des attentions, des choses. Et puis lui, je pense que lui, c'est sa façon de dire. C'est comme si que Dieu a éteint toutes les lumières. Il a projeté la lumière sur moi. Waouh, il Il est s'est dit, romantique d'ailleurs. oh oui, il s'est dit, mais c'est elle. Comment j'ai pas pensé avant? Et oui, c'est vrai, je ne sais pas non plus. Mais... Non. Donc voilà, c'est aussi Dieu intervient aussi dans les choses des fois qu'on ne pensait pas, mais Dieu a 1000 façons de faire les choses pour chacun. D'accord. Et je pense que c'est vraiment la meilleure des façons de connaître la personne parce que là, vous saurez tous les détails. Exactement. Vous le Je connaissez. savais déjà ce que j'aimais pas de lui avant. Exactement. Pas comme je voyais tout parfait et après, oh, et là ça commence à tomber. Non, non, c'est... Très bien. Alors, on aura une autre question qui est, je dirais, très pertinente aussi. Parce que malheureusement, on peut s'engager dans une relation avec une personne et puis ça ne marche pas. Pour une raison ou pour une autre. Alors, supposons que vous êtes dans une relation et que ça n'a pas marché. Voilà. Il y aura certainement des blessures sentimentales. Il y aura cette rupture-là. On la vit parfois difficilement. À quel moment peut-on dire que je suis prêt? Je suis guéri de ma blessure et je peux m'engager dans une nouvelle relation? Bien, ouais, c'est une question un petit peu difficile parce qu'on est tous différents, on a une personnalité qui est différente. Donc, il y a des gens, des fois, qui s'en remettent plus vite que d'autres. Mais déjà, un conseil, c'est de ne pas se mettre directement dans une relation juste après parce que tu viens d'une blessure et si ta blessure n'est pas encore guérie, ça sera difficile d'avoir une base saine pour pouvoir commencer une nouvelle relation. Et de plus, des fois, on pense que peut-être cette personne va nous rendre heureuse, alors que peut-être parce que l'autre relation ne m'a pas rendue heureuse. Et c'est faux. Il faut être bien pour commencer une relation qui est bien. Donc, je dirais, ça va dépendre de la personne, parce que, comme on dit, non, chaque personnalité est différente. Il y a des personnes qui rebondissent plus vite que d'autres. Ça va dépendre aussi quelle était la rupture, parce que ça peut être quelque chose, au bout de 2 ou 3 mois et tout compte fait, ou alors à distance et on s'est rendu compte que non, ça ne va pas marcher. Donc on est triste, mais il n'y a pas cette blessure. Ou alors, après un certain temps, on se rend compte que la personne était infidèle ou qu'il s'est passé quelque chose. Et là, on sent que la blessure est plus grave, plus profonde. Oui. Donc comme on sait quand on a une blessure ou quand on a un accident, on ne se remet pas de la même manière selon le type d'accident qu'on a eu. Donc si je suis tombée à vélo et je me suis un petit peu éraflée, ça va passer un petit temps et c'est bon, c'est rien passé. Mais si j'ai eu un grave accident et que je suis restée plusieurs mois à l'hôpital et que j'ai eu besoin de rééducation de choses et pourtant quand je marche, j'ai l'impression que je suis bien, mais je sens encore qu'il y a encore de la douleur, c'est pas encore, ça a pris du temps. Donc, et pareil, parfois dans un même accident, il y a des gens qui se remettent plus vite que d'autres pour la même blessure. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Maintenant, je dirais à cette personne aussi de chercher de l'aide. Des fois, ça peut être un psychologue parce que la personne peut voir tes émotions et elle sera plus apte à t'orienter aussi. Peut-être tu peux aller vers un couple qui a plus d'expérience, qui pourrait t'orienter, qui peut t'aider. Mais je pourrais comparer un petit peu cette blessure d'une relation un peu au deuil. Tu as vu que le deuil a plusieurs phases, à plusieurs étapes. Et un deuil, des fois, ça prend plus de temps pour une personne que d'autres, non ? Oui. Et puis, ça dépend aussi des circonstances de la mort ou de plusieurs choses. Donc, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu personnel. On ne peut pas dire, tiens, là, c'est bon, 6 mois, tu peux commencer. Non. Le deuil, c'est quoi ? C'est au début, tu as la négation. Après, tu es en colère. Tu as la frustration. Après, tu as la dépression. Tu commences à pleurer. Ou la frustration juste avant où tu te dis, peut-être que si j'avais fait comme ça aurait peut-être été différent. Tu remets un peu tout en question. Et puis après, la dernière phase où tu as l'acceptation, d'accord ? C'est quand tu sens... C'est-à-dire que c'est comme si c'est la cicatrice. Oui. Elle est là, mais ça fait plus mal. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un accident,
Mais bon, ça s'est refermé, il a fallu du temps, des fois ça s'infecte, il y a des choses. Mais après, quand tu sens, non, tu sais qu'elle est là, mais ça fait plus mal. Donc, quand tu parles du thème de la personne et tu sens que ça te fait plus mal, ou que tu sens pas une colère, ou un des sentiments que je viens de mentionner selon les étapes, ça veut dire que peut-être que tu es prêt à nouveau pour recommencer. Mais si tu sens que le thème est encore... Ça te frustre. voilà, On exactement. évoque le sujet. Tu te sens pas bien, tu es en colère, ou tu commences à être dépressif, tu pleures, etc. Ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. Oui. Et il faut laisser le temps au temps. Et D'accord ? surtout, j'ai beaucoup aimé là où vous avez dit qu'on doit éviter de se mettre en relation pour essayer de se guérir soi-même. Parce Ouais. que ça peut être vraiment un danger. Et en plus, ça pourrait peut-être être la bonne personne, mais du coup, tu n'es pas prête Exactement. et tu vas, toi, souffrir et faire souffrir la personne. Donc, pour te réengager, pour aller à fond, comme on dirait avec tout, sois guéri. Sinon, c'est comme si tu n'es pas entière et du coup, c'est quelque chose que tu vas recommencer qui ne sera pas... Très bien. Donc, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs, comme vous l'avez dit. Ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Ça dépend de la nature de la relation. Une relation qui a duré 3 mois et une relation qui a duré 5 ans, ce n'est pas vraiment la même chose. Et également, c'est tout un processus. Et pourquoi aussi ça a été... Oui, en tout cas, la nature de la séparation. Exactement. Quelle en était la cause. Donc, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps de guérir. Est-ce que vous avez des petits conseils que l'on peut utiliser pour guérir? Vous avez parlé, par exemple, de voir un spécialiste. Ça peut toujours aider. Est-ce qu'il y a encore d'autres idées? Parce que je suppose qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sont dans cette situation, qui vont garder ces traumatismes en eux. Et franchement, ça va devenir des blessures non guéries. Et ça, ça va vous empêcher d'avoir une vie épanouie. Exactement. Et même pour l'autre personne aussi, tu peux blesser la prochaine personne que tu auras. Exactement. Oui, donc voir un conseiller ou quelqu'un, ou une famille que tu admires, que tu trouves que le couple a une base saine, qui pourrait peut-être t'orienter, t'aider, te conseiller, lire des promesses de la Bible, que Dieu est là, il te soutient. Donc, il va t'aider aussi avec le temps, non? Dieu cicatrise aussi les blessures. Donc, ça, c'est des conseils que je pourrais avoir. Et quand la blessure est trop, de justement voir un psychologue qui est plus amène à aider les personnes que des fois, nous, si nous ne sommes pas des spécialistes, des professionnels de ça, donc il vaut mieux voir un professionnel. Très bien. Alors, nous sommes en train de parler du passé. Le passé, c'est pas assez facile. Souvent, le passé n'est jamais passé, même si on dit que le passé est passé. Alors là, on va voir le passé sexuel de notre partenaire. Est-ce que ça compte? Tu es avec une personne, certainement avec le temps, tu vas apprendre à connaître la personne. Est-ce que c'est important de toucher cette question-là, de son passé sexuel, du nombre de partenaires que la personne peut avoir? Bien, oui, c'est important bien sûr de savoir. Il y a peut-être un moment pour le savoir. Si tu es ami, c'est quand même quelque chose de très intime, non? S'il y a des choses que tu veux parler du passé. Mais cependant, je pense qu'il ne faut pas non plus le cacher parce que plus la relation avance et il faut être honnête aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une personne a déjà eu un passé ou a fauté, comme on dit, a eu une faute dans son parcours et ça peut arriver aujourd'hui, les jeunes, ça arrive beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Bon, cette personne a peut-être eu une erreur de parcours, mais a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'a pardonné, non? Donc nous, des fois, peut-être qu'on avait une autre attente de la personne avec qui, peut-être qu'on a rêvé toute notre vie d'avoir cette personne vierge, comme on dit, non? Et tout qu'on fait, ça n'arrive pas. Donc pour des personnes, c'est grave, et pour des personnes, pas si grave que ça. Donc pour certaines personnes, c'est grave parce qu'elles ont attendu ça toute leur vie, d'avoir l'autre personne qui s'est préparée. Et pour d'autres, pas aussi grave. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments qui seront plus graves que ça, non? Mais cependant, on doit quand même respecter. Si l'autre personne avait ce rêve et tout compte fait, tu n'es pas la personne, c'est quelque chose que tu dois laisser entre les mains de Dieu. Peut-être que Dieu lui fera comprendre aussi, peut-être que moi, je lui ai déjà pardonné. Nous, des fois, on est qui pour juger, pour juger les autres, alors qu'on a peut-être fait aussi d'autres choses, mais peut-être que ça ne nous paraît pas aussi grave que ça, alors que devant Dieu, tous les péchés sont graves, on va dire. Mais je pense que c'est très important d'être honnête, d'en parler avec l'autre personne. Et si l'autre personne n'accepte pas, il vaut mieux peut-être que ça s'arrête là, dans un sens, plutôt qu'après le mariage, cette personne te dise toujours « oui, mais toi, dans ton passé, tu as déjà fait ça ». Non, ou la personne accepte, et c'est comme si elle t'a pardonné aussi. Enfin, le problème, c'est pas avec Dieu. Dieu, il te pardonne. Souvent, c'est le problème, c'est entre nous, les hommes, où on n'est pas prêt
à pardonner ou à lui donner une nouvelle chance. Et là aussi où j'aimerais rebondir, c'est que des fois, quand une personne a fait cette erreur, des fois elle pense qu'elle n'est plus, elle ne mérite pas une bonne personne. Oui. D'accord? C'est comme si tous ses rêves partent et peut-être que non, je ne mérite pas cette personne, elle est merveilleuse, mais ce que j'ai fait dans le passé, je ne vais pas la mériter. Et ça, des fois, c'est quelque chose que Satan nous met à l'esprit pour dire qu'on ne mérite pas. Alors que Dieu peut, comme il écrit une page blanche, pourquoi Dieu ne peut pas te réhabiliter aussi, te mettre aussi et mériter aussi une personne aussi avec qui tu pourrais être heureuse. Donc, c'est ce que je voulais aussi partager. Souvent pour les filles, hein, en général, on a l'impression que... Voilà, on est souvent plus exigeant envers les filles qui ont fauté que envers les garçons. Oui. Et envers une fille, c'est un peu des fois la honte ou de se dire non, je ne mérite pas. Donc je vais prendre peut-être n'importe qui et il ne va pas me juger. Non, 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 tu as aussi droit. Et bon, si cette personne n'accepte pas, mais il y en aura peut-être une autre. Donc, continue à prier, à être fidèle à ce que tu penses et à ce que Dieu aussi un jour va te donner. Mais ne pas désister, ne pas se mettre non plus avec n'importe qui parce que tu penses que tu ne mérites pas. D'accord. Alors, j'aimerais un peu qu'on parle un peu en termes de prévention. Parce que aujourd'hui, on montre que quand même, plus on a des partenaires sexuels, plus ça peut avoir un impact sur notre vie. Mhm. C'est vrai que Dieu peut pardonner, c'est vrai que l'autre partenaire peut comprendre, mais après, il y a des conséquences qui peuvent être là, vous voyez, et ça peut devenir très compliqué. Et je pense si vous le pouvez, bien sûr, donner un peu conseil à peut-être ceux qui n'ont pas encore fauté, ou peut-être ceux qui sont sur le point, vous voyez, peut-être il y a le risque qui est là, qui se présente, de plutôt se préserver, vous voyez, que de se laisser aller, de pouvoir, voilà, comme on disait dès le début, de pouvoir ne pas avoir des relations sans engagement, de pouvoir donner son corps à n'importe qui, comme on veut, en disant que voilà, je suis jeune, je prends du plaisir, sachant qu'avec le temps, quand tu prendras de l'âge et que tu voudras te marier, il y aura des conséquences sur toi. Bien sûr, il faut être ferme. Je parle surtout aux filles. On dirait les filles, ce sont les freins, on va dire, parce que les garçons, ça va déjà un peu plus vite souvent. Mais aussi, c'est pas aussi évident aussi pour les filles. Hein. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des hormones. Oui. Donc, il y a des situations à éviter, il y a des choses à éviter. Et c'est vrai, comme tu dis, pas se dire je suis jeune et puis peu importe ce qui va se passer, c'est pas grave. Et c'est vrai que des fois, ça a des conséquences parce que ça peut avoir des conséquences émotionnelles, des fois physiques, des fois, parfois ça peut amener à avoir un enfant, mais des fois émotionnelles parce que tu as laissé un peu de toi-même. Et du coup, peut-être qu'après, dans une autre relation, ça sera un peu plus compliqué. Des fois, ce sont un peu les conséquences. Donc, à cette personne aussi de voir si elle accepte, de voir si la personne aussi est saine émotionnellement quelque part et en voyant la relation, quand ça avance, si cette personne est, comment dire, si elle est saine, s'il n'y a pas trop de conséquences, parce que tu vas devoir porter ces conséquences, bien sûr, après, dans le mariage. Très bien. Alors, on va aborder notre avant-dernière question. Nous avons eu vraiment à discuter sur beaucoup de points, sur beaucoup de critères à prendre en considération. Nous avons également pris des expériences. Mais parfois, on peut connaître tout ça. On peut connaître le passé de la personne. On peut avoir presque des mêmes objectifs. En disant, on a un terrain d'entente commun. Mais comment avoir la certitude que cette personne est faite pour vous? Que cette personne, c'est votre moitié prioritaire. D'accord. Bon, déjà, j'ai mentionné les 3 critères importants à avoir. Donc déjà, c'est déjà important. Maintenant, souvent, on parle de notre âme sœur, de notre moitié, et qu'elle existe quelque part. C'est beau d'entendre ça, mais je ne pense pas que Dieu ait créé une seule personne avec qui on puisse être compatible sur toute cette terre, avec tous les milliards de personnes que nous sommes. Je pense que des fois, on arrive à des moments où on se croise et ça permet que justement, on puisse, se connecter avec quelqu'un. Et ça ne veut pas dire que si je n'avais pas connu cette personne, je ne pourrais plus jamais être heureuse avec quelqu'un d'autre. Non, donc cette idée d'âme sœur, c'est un peu un mythe, on va dire. Oui. Même s'il y a peut-être des gens qui ont vraiment trouvé, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule personne qu'ils auraient pu trouver. Donc, et pour votre cas, quel en était l'élément déclencheur? À quel moment vous êtes dit que oui, lui c'est le bon? Je suis sûr et certain. Oui, alors c'est une bonne question parce que j'étais pas sûre du tout en fait. Je voyais que cette personne s'intéressait à moi et de plus en plus. Et moi, je voulais pas jouer avec cette personne non plus. Oui. Et je me disais, est-ce que j'avance pas? Et c'est là que la prière vient aussi parce que justement, se dire, je me sens pas capable parce que je vois qu'il y a des choses que j'aime pas, mais je vois aussi qu'il y a des choses que j'aime.
Mais on ne pourra jamais trouver une personne où on trouve 100% les choses qu'on aime. Voilà. Donc, c'est là que je me suis dit, écoute, Seigneur, donne-moi des signes, s'il te plaît. Donne-moi un signe où... Et lui aussi, de son côté, demandait la même chose aussi. Donc, c'est l'intervention de Dieu, quelque part, qui te confirme quelque chose. Et j'aime bien ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé du fait qu'il y a des signes que l'on doit prendre en considération et qu'une personne n'est pas à 100% parfaite. Ça, c'est important parce que généralement, quand on veut se mettre en relation avec une personne ou quand on veut s'engager, on s'attend à ce que l'autre soit parfait, sans pourtant se dire que, ok, moi aussi, je peux apporter quelque chose dans la vie de l'autre. Vous voyez un peu. Et on parlait également de cette recherche de notre âme sœur, entre guillemets. Il y a certaines personnes qui diront que, ok, moi, je vais attendre que Dieu puisse me révéler mon âme sœur dans un rêve. Est-ce que vous pensez qu'on doit plutôt se baser sur cette façon de voir les choses, de se dire que voilà, Dieu va me révéler cette personne, je vais rêver, je vais voir que voilà, Clément, c'est la bonne personne, ou devons-nous plus compter sur le discernement, sur voilà, des critères bibliques que Dieu nous a déjà donnés, voilà. Oui, bien sûr, Dieu nous a déjà donné une base, non? Il a déjà dit, partagez la même foi, ne soyez pas en joug étranger, non? Comme on dit, selon les critères que je t'ai donnés aussi au départ. Donc, il y a déjà une base. Après, c'est vrai qu'il y a des petits détails, ils te disent, est-ce que ça sera bon ou est-ce que ça ne sera pas bon? Parce que justement, nous ne sommes pas 100% parfaits. Mais on ne peut pas non plus prétendre que se dire, je vais ouvrir ma porte un jour et la personne va dire, c'est moi ton prince charmant. Donc, il faut aussi aller vers les gens, il faut ouvrir les yeux, il faut savoir maintenant, les rêves, ça existe aussi. Il y a des gens qui ont eu ça, mais je pense que pour la plupart, il faut qu'on connaisse les personnes et aussi qu'on sache qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est parce qu'on a souvent notre petite liste. Mais il y a des choses, il y a des détails qui peuvent voler, non? Peut-être tu dis, oui, je veux qu'elle ait les yeux bleus. Bon, au bout du compte, si elle a les yeux verts ou elle a les yeux marrons, est-ce que vraiment ça va te rendre plus heureux ou pas? Parce que quand elle dort, tu ne vois pas ses yeux. Ou je ne sais pas, mais il y a des choses qui peuvent s'enlever de la liste, non? Mais il y a des choses, non. Oui. Tu dois savoir ce que tu veux et tu dois savoir ce que tu ne veux surtout pas. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas marchander, on peut dire. Tu ne peux pas... tu dois l'avoir bien clair dans ta tête. Ça, c'est bien. Et là aussi, ça nécessite d'avoir une certaine stabilité sentimentale. Oui. De savoir ce que l'on veut réellement. Exactement. Donc, c'est là même que c'est important de prendre le temps de discuter, de lire des livres. Afin de bien connaître en fait dans quoi tu veux t'engager. Parce que ça implique beaucoup de choses. Non, et bien souvent aussi, nous, on a une liste, c'est-à-dire on a des attentes d'une personne et nous, qu'est-ce qu'on a apporté à cette personne? Exactement. C'est quoi notre liste? Parce que souvent, on attend que la personne soit comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, qu'est-ce que je peux apporter? Et comment est-ce que je peux rendre heureux la personne? Souvent, on attend que la personne nous rende heureuse, mais non. Nous, on doit, quand on commence une relation, on se dit, comment je peux rendre heureuse cette personne? Imagine-toi que l'autre personne pense la même chose. Alors là, vous serez heureux. Oui. Parce que chacun pense dans le bonheur de l'autre. Exactement, pas dans mon bonheur. Parce que là, on commence déjà avec l'égoïsme. Oui. Et on est déjà égoïste de par nature. Donc, essayez déjà d'essayer de qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon caractère, qu'est-ce que je peux améliorer pour rendre heureuse cette future personne. Très bien. Alors, Madame Sveltana, notre dernière question. Quel est votre conseil en tant que maman, en tant que femme mariée depuis plus de 15 ans, pour susciter un engagement dans une relation? C'est-à-dire que pour ceux-là qui sont déjà engagés, quel est votre meilleur conseil à leur donner? Ok, donc on sait que dans une relation, les choses changent. Parfois, il arrive des choses. Quand les enfants arrivent, il y a d'autres étapes qu'on n'avait pas quand on a commencé une relation. On est amoureux au départ, non, n'est-ce pas? Mais peut-être, il y a beaucoup de conseils à donner, mais s'il y a une chose peut-être que je pourrais partager avec vous, ça serait peut-être au niveau de l'humilité. L'humilité. Oui, savoir être humble dans le couple, parce que l'orgueil, quand c'est là, c'est difficile à gérer. Quand les deux sont orgueilleux, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'humilité et personne ne reconnaît. Ou même si des fois, peut-être tu n'as pas l'impression que ce n'est pas de ta faute. Mais être humble. Donc l'humilité, j'aimerais citer un verset qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et l'amour vient de qui? Il vient de Dieu. Donc quand on a cet amour de Dieu, et l'humilité aussi, c'est Dieu qui nous donne cette humilité. Donc quand l'amour couvre les péchés, couvre les défauts qu'on a dans le couple, dans la famille, c'est quelque chose que Dieu peut faire et que moi je ne peux pas faire. Donc savoir être humble, reconnaître, savoir demander pardon à l'autre et puis et avancer, parce qu'on est imparfait, on continuera à être imparfait jusqu'au bout. Merci beaucoup Madame Sveltana.
Et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Vos idées, vos réponses et vos expériences ont été vraiment très, très, très contributives pour nous et pour tous ceux qui nous suivent. Et comme vous l'aurez compris, la vie ne peut pas être réduite à une équation. La vie, elle est faite voilà, des hauts et des bas. Mais ce qu'on doit retenir de cet échange, c'est qu'on doit rester humble. Parce que quand on est humble, on est prêt à écouter, on est prêt à changer, on est prêt à faire des efforts pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et d'apporter le bonheur dans la vie des autres. On espère que cet échange a été une bénédiction pour vous et que ça va vous aider à trouver quelqu'un qui vous convient, quelqu'un avec lequel vous allez partager le reste de votre vie, pour le meilleur et pour le pire. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à la prochaine émission.